Alors nous allons commencer la lecture du texte de Mathieu Larnaudy par son auteur, Mathieu qui est aujourd'hui avec nous et j'en suis ravi. Alors pour présenter rapidement le principe du séjour d'auteur, la Devinière depuis quelques années maintenant s'est engagée dans le principe de séjour d'auteur. Alors les séjours sont plus courts que les résidences et permettent de confronter, je dirais, une maison d'auteur, une maison d'écrivain, avec un auteur actuel. Donc Mathieu a été le premier accueilli à la Devinière en 2015. Nous avons accueilli depuis... Ça ne nous a pas dissuadé aucunement, c'est-à-dire que nous étions plutôt heureux de cette première expérience, et notamment du caractère... je dirais, agréable de l'auteur. Et nous avons également accueilli Hélène Gaudy, donc, qui est venue, qui fait partie d'un même compagnonnage avec le collectif Inculte. Pierre Sange, dans une démarche de résidence itinérante, avec un travail qui a été fait sur les derniers jours d'eux, alors les derniers jours de Rabelais notamment. Hélène Gaudy, c'est autour de la maison. Donc j'ai lu un extrait ce matin quand nous étions à la Devinière, donc autour de l'intimité de la maison et de cette résonance qu'elle peut provoquer chez le visiteur, puisque nous avons tous une maison d'enfance qui nous fait résonner quand nous en parlons et qui reste généralement la maison de souvenirs. Et Mathieu donc, est venu, le séjour se déroule de cette manière-là, avec une immersion, donc 3 ou 4 jours, et une restitution ensuite. Le contrat, c'est une écriture de 10 000 à 15 000 signes, et de choisir un thème qui, lors de la visite ou lors de l'immersion, a pu susciter un intérêt par rapport à l'auteur. Alors le thème qui a été retenu par Mathieu était le thème de l'utopie, un thème qui le travaille et qui le traverse déjà de longue date dans son travail d'écriture. Je vais le présenter très rapidement, Mathieu. Donc il fait partie, il est membre du collectif Inculte, donc un collectif d'auteurs, d'écrivains, collaboration notamment avec Hélène Gaudy, avec Mathias Sénard. Et donc c'est un travail de réflexion et un travail également de compagnonnage, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire que des auteurs se réunissent pour estimer, s'aider, s'entraider, se motiver autour de thèmes communs et produire des textes en commun. Voilà. Donc, parmi ce collectif, je retiens Mathias Sénard avec Boussole, qui a été également primé avec le prix Goncourt. Et dans la bibliographie de Mathieu, donc on peut voir alors des titres toujours un peu surprenants, un peu inquiétants. Je vais parler de Strangulation, donc, qui paraît chez Gallimard donc, en 2008, où là c'est la vie de Jean de Miremont, donc c'est une vie qui n'est pas vécue. Voilà, et qui est vécue par le rêve, par l'intention du voyage qui ne se réalise jamais. Et le seul voyage qu'il va pouvoir faire, je le résume très vite, c'est un voyage guerrier où il va perdre la vie dès le premier mois du combat de 14-18, donc en novembre 1914. Voilà, et donc il retrouve là, je dirais, l'image qu'il avait dans sa chambre du dormeur du Val. Il reprend cette même position dans la tranchée. Il y a également des thèmes abordés, des thèmes d'actualité, c'est-à-dire que vous avez Les Effondrés, donc paru chez Actes Sud. Donc c'est un roman sur, on va dire, le monde de la finance, de ses dérèglements, de la crise financière. Les Effondrés porte bien son titre d'ailleurs, et c'est un roman à lire qui montre à quel point ce monde est à la fois fictif et en même temps dangereux pour le réel. Acharnement, donc c'est un autre roman qui là parle du monde politique et du discours politique, c'est-à-dire les plumes. Que se cache-t-il derrière les plumes, derrière les discours? Comment ces discours sont-ils portés? Est-ce qu'ils sont toujours portés à la hauteur des idéaux?
Donc là aussi, très actuel. Et pour terminer, Notre désir est sans remède, le dernier roman de Mathieu, donc publié et paru en 2015, qui là parle d'une actrice hollywoodienne qui souffre de son apparence et qui fait sa carrière malheureusement sur le simple physique, et ce physique va finir par la lâcher, et donc elle va se retrouver en prise avec les désagréments de la déchéance. Donc là aussi, quelque part, une actualité involontaire, mais avec un rapport au producteur qui est très largement mentionné dans ce roman. Donc vous voyez 3 romans qui reprennent 3 instants de notre monde contemporain qui ne peuvent que nous interpeller. Donc je vous invite à lire Mathieu Larnaudy et à le découvrir. Et là, nous allons le découvrir dans une autre écriture, qui est une écriture autour de Frère Jean, puisque lors de la visite, c'est Frère Jean et l'utopie qui a retenu l'attention, avec une vision toute personnelle de Frère Jean des Entomeurs et de sa relation à l'utopie que constitue l'abbaye de Thélème. Donc je vais laisser Mathieu à la lecture, et à l'issue de la lecture, vous pourrez bien entendu échanger avec lui. Merci Mathieu. Merci. Oui, je me dois peut-être une toute petite précaution, mais au milieu de ces interventions de rabelaisants éminents, évidemment, moi je me suis saisi de la figure de Frère Jean des Entomures de façon tout à fait subjective et fictionnelle, comme si j'avais creusé une espèce de petite niche de fiction à l'intérieur de la grande fiction rabelaisienne. Et j'ai intitulé ce texte donc « Frère Jean tournant le dos à l'utopie ». Peut-être ce titre d'ailleurs, vous verrez, mérite une explication que lui donne le texte, enfin j'espère en tout cas. C'est un texte que j'ai dédié à quelqu'un, à un ami à moi, qui s'appelle Arnaud Bertina. Il en est des siècles comme des alambics. Sans cesse, il faut les remplir, y mettre à chauffer les fruits récoltés aux arbres, les grains ramassés aux vendanges qu'à cul de carriole, à dos d'âne ou d'homme, on a acheminé vers les pressoirs, qu'on a brassés dans des cuves, écrasés sous la vis ou foulés à coups de talons fantassins, frocs relevés, et puis laisser s'accomplir la première œuvre du temps qui évacue les éthers et recueille le nectar, abandonne la pelure et conserve l'esprit. Car un siècle ne s'achève pas sitôt les ébullitions retombées, le vin de la saison tiré. De même qu'il est plusieurs températures qui dégagent les substances successives, plusieurs étapes dans la distillation. Un siècle court encore dans ceux qui lui succèdent. Il s'y mire et il s'y renverse, s'y réfute et s'y révise. L'alambic continue de chauffer, de séparer, ses tubes de conduire et de se patiner, affiner les cols de cygne, polir les cuves, tanner le culot, parfumer les chapiteaux. Et seule cette longue maturation des appareils et des matières, des procédés et des assemblages, seule cette sédimentation des souvenirs collectés et des méthodes réinventées, seule cette continuation du mouvement est susceptible d'approcher la quintessence de ce qui a lieu dans le temps. Seul le patient et furieux travail des abstracteurs peut tâcher de dire non seulement ce que fut un siècle, non seulement ce qu'il demeure, mais ce qu'il instaure, indique, propage et transforme à travers les âges passés et à venir. Mais maintenant que Frère Jean des Entomures s'est arrêté dans un rencognement sur le bord du chemin, et qu'après s'être soulagé contre un arbrisseau, il a resserré sa ceinture de cordes, aux extrémités de quoi pendent les 2 boules qui la lestent et qui sont les signes distinctifs de sa condition, il sort de sous son froc son flacon en forme de bréviaire et s'en verse, limpide et douce comme un psaume, une rasade au fond du gosier qu'il déglutit en faisant claquer sa langue. Au moment de raccrocher la bienfaisante gourde au creux de son gousset, il la ramène plutôt à ses lèvres et tête encore une larme du breuvage, à lui confiée en cadeau à l'heure de son départ, entre embrassades et recommandations, par les gens de Thélème, comme expression de leur gratitude. Peut-être lâche-t-il, d'aise,
Lui qui prétend qu'il ne jure jamais que pour orner son langage et que les jurons ne sont que couleurs de rhétorique cicéronienne, un blasphème qui est aussi un hommage à la bouteille, à ce qu'elle contient, aux amis qui la remplirent et à celui, au premier chef, d'où provient tout ce qui, depuis la terre jusqu'à la bouteille, a concouru à éveiller la soif, à celui qui nous donne surtout la bénédiction de pouvoir l'étancher. De nouveau, frère Jean reprend sa route, guidant ses pas au rythme de son bâton de croix, tandis qu'au loin, derrière lui, l'abbaye peu à peu se dissipe à l'horizon, désormais miniature posée dans le paysage. À ses pieds, un chien qui l'a vu s'avancer sur le chemin et qui lui a d'abord tourné autour, grognant, jappant, battant l'air d'une queue amicale avant de lui emboîter le pas, le précède maintenant, un os rompu au coin des babines. De temps à autre, il vient renifler le bas de ce froc qui avait fait au moine, au plein cœur de la bataille la plus puissante, la plus impénétrable des armures, et qu'il avait obstinément continué de préférer aux lourdes et luxueuses ossatures de métal que lui avaient préparées ses alliés et dont on lui avait recommandé de se couvrir. En dépit des conseils de Gargantua, de Grand-Gousier et des leurs, parmi eux il s'était avancé tout de bure vêtu et s'est accoutré de la sorte, créant la stupeur, qu'il avait fendu les rangs adverses sans pitié, sans peur ni reproche, agile, jeune, galant, en vrai moine, s'il en fut jamais, depuis que le monde moinant moina de moinerie. Lorsqu'il frappait au front et au foie, écrabouillait les cervelles picrocholiennes au beau milieu de la mêlée, rompait bras et jambes, transperçait des poitrines et éperonnait les cœurs afin de les faire exploser, éviscérait et démoulait des reins en pagaille, enfonçait des dents en la gueule, étripait, éclatait les commissures lambdoïdes d'où s'évidait la matière encéphalique blanchâtre qui avait porté les vis et lames des envahisseurs picrocholiens, son froc avait repoussé toutes les lames, cassé toutes les flèches. Il avait prémuni frère Jean contre tous les assauts, même les plus fourbes, même dans le dos. Il était resté inviolable et lui avait laissé le geste ample, le corps leste. À l'aide de son bâton de croix, le moine empalait par le fondement, à tour de bras, les ennemis, jusqu'à ce que la terreur les mît en fuite et que la guerre fût gagnée pour le camp auprès duquel il s'était engagé. Quand il s'était agi toutefois de célébrer la victoire et d'octroyer une récompense à l'homme décisif, qui dans le feu de l'action avait démontré sa bravoure, prouvé sa dévotion et fait valoir son sens de la justice, celui-ci avait répondu à ses seigneurs et amis qu'il ne désirait recevoir ni charge ni gouvernement. Car comment, disait-il, gouverner autrui, moi qui ne saurais me gouverner moi-même ? Au lieu de quoi donc, et en son honneur, à Thélème, fut dressée et lui fut offerte une abbaye réglée selon ses principes, ses préceptes, c'est-à-dire selon ses désirs, puisque la première règle qu'il promulgua fut que les désirs y soient érigés en préceptes. Comme il savait déjà que les murmurant un pays rendent un pays murmurant, le moine proscrivit les fortifications. Indistinctement, il convia hommes et femmes à former la communauté télémite, à venir s'adonner au plaisir et à l'étude qui coordonnent la plus juste et joyeuse manière de vivre. Ni interdit ni maître, aucune horloge pour scander l'emploi du temps selon un autre écoulement que celui dicté par le rythme propre des activités et des appétences. Ici n'entraient donc que ceux qui s'en montraient dignes, autrement dit aptes à la vie ainsi promue, sans contrainte ni rang. Il rencontrait les conditions pour que s'épanouisse ce que chacun portait de plus harmonieux, de plus conforme à sa nature, et tous les enseignements qu'il recevait visaient à cultiver ces inflexions. Seuls toutefois demeuraient là ceux qui le souhaitaient, libres de rompre leur engagement et selon leur volonté de s'en aller de par le monde à l'aventure, de rentrer chez soi, de partir se livrer à d'autres façons de se gouverner, puisque l'idée majeure de Thélème, sa source, était qu'il puisse y avoir dans le monde diverses formes d'organisation et une multitude de complexions singulières dont l'abbaye n'offrait qu'un modèle possible, le meilleur selon frère Jean, et que le moine pourrait encore contempler une dernière fois. Médaillon naturel, géométriquement conçu, comme une gravure réalisée à même la matière des choses, s'il se donnait la peine de se retourner depuis le coteau dont son bâton de croix martèle, à présent, le chemin de crête. Mais il ne se retourne pas. Il respire le parfum du vent qui monte entre les vignes, il avise les nuages qui gonflent et qui passent, dévoilant le soleil puis le recouvrant aussitôt, et il se dit que la pluie qui s'annonce, son froc saura bien l'en protéger quand elle se mettra à tomber sur ses épaules.
Il n'aura qu'à rabattre son capuchon sur sa tête. Que lui importe, après tout, maintenant qu'elle est établie, l'abbaye accordée à ses vœux. Une fois cet ordre disposé, il n'est plus appelé qu'à se renouveler indéfiniment, identique à lui-même, immuable. Du moine, il n'a plus besoin. Car c'est connu, le monde est une branloire pérenne qui ne peut se réduire à un idéal. L'esprit du fondateur est assuré et continué dans son œuvre, mais l'esprit est mouvement, il n'est pas moins branlant que le monde. Et frère Jean des Entomures est chez lui dans la bagarre, action et feu, mieux que dans une chambre douillette, quelle qu'y soit la paix qui y règne, la justice qu'on y exerce et même les femmes qu'on y rencontre. Peu lui chaud de tenir les registres d'un lieu sans horloge, mais qui tourne pourtant comme une mécanique, un lieu devenu lui-même horloge. Certes, le mouvement est la cause de tout ce qui vit, ainsi que le prétendait en ce siècle, le moine l'a entendu dire, le fameux peintre florentin qui est venu mourir non loin d'ici, un peu plus haut sur la Loire, à Amboise, il y a quelques années, entre ses peintures parfaites, ses croquis d'anatomie et de botanique, ses dessins de machines volantes et de machines à tuer. Mais un mouvement régulier constitue quelque chose d'aussi stable que l'immobilité. Tout mouvement régulier et mécanique est quelque chose d'assommant. Et son bâton de croix, aurait-il aussi fallu que frère Jean le raccroche au mur, posé sur 2 gros clous de fer, comme une épée mise au repos de ses antiques exploits et reléguée au statut de bibelot? Son bois épais, torsadé comme un pied de vigne, est plus enclin à être utile qu'à être contemplé. C'est un bois vif qui se meut et combat, et ne saurait rester inerte à sa place, rangé dans un intérieur cossu, décoré par les pompes de la gloire. Le moine, avant de l'enjamber, observe quelques instants un ruisseau esselé qui court en travers du chemin, à peine un ruisseau, pas même un ru, un filet d'eau grise qui serpente sur la terre noire et va se perdre à quelques pas de là, sur le côté, sous les herbes, entre 2 bosquets. L'eau est à l'image du monde. Et c'est bien aussi ce que pensait le peintre toscan, ce qu'il consignait dans ses carnets à grand renfort de considérations philosophiques et de preuves par la représentation. Elle s'infiltre et rigole, s'écoule et se cache, s'amasse et déborde, stagne et s'abat, file et s'accumule, dilue et rassemble, engloutit et assainit, s'étend et tourbillonne. Elle se charge sur sa route des substances qu'elle rencontre, qu'elle draine et emporte avec elle, et c'est sous son action, la pierre s'érode, le paysage change, la terre se modifie sans cesse. Au visage de frère Jean s'accroche alors un sourire, sa main libre, celle dont la paume n'est pas posée sur son bâton, cherche son bréviaire pour en tirer une nouvelle lampée de sagesse fluide et parfumée. La terre n'est donc pas aujourd'hui la même que lorsque Dieu l'a créée. L'eau la creuse, la macule et la métamorphose. Elle n'est aucunement un œuf immaculé définitif. C'est donc qu'elle n'était pas parfaite au moment de sa création, et que si elle doit un jour atteindre sa perfection, si la perfection peut être de ce monde, cela ne se fera certainement pas à la faveur de la simple volonté d'ériger une ville nouvelle ou de décréter que le chaos répond à un ordre, mais au terme de bien des évolutions, de tout un tohu-bohu de correction, de perte et de progrès, de disparition et de jaillissement. Le monde est ce tumulte auquel le moine, une fois les règles de son abbaye édictées, n'a pas pu ne pas se décider de retourner se vouer. Si la société idéale est destinée à ne plus varier dans le temps, alors frère Jean préfère gagner des contrées où le siècle vibre encore, où les siècles se chevauchent et s'affrontent, où l'histoire s'écrit, se défait, se renoue, se contredit et s'enchevêtre. C'est qu'il faudra toujours remplir des alambics, aller porter la décision au cœur de la mêlée, boire, prier et se battre, remettre à fondre et à chauffer dans les creusets du siècle les mixtures et les errances diverses qui croissent, multiplient, s'éliminent, tirer la moelle et rompre les os, se faire chien et soldat, en sus de moinerie et de bourlingue, œuvrer en abstracteur parmi les œuvres du Créateur. Cette fois, à un embranchement, le moine a pris le chemin qui descend en pente douce vers la vallée de la Vienne. De là, il marche maintenant, même en se retournant, quand bien même il en aurait l'envie, il ne pourrait plus apercevoir l'abbaye de Thélème.
c'est toujours un peu compliqué de réagir après une lecture, après toute forme d'intervention, mais la lecture nous conduit, je dirais, dans un imaginaire, et il faut revenir à quelque chose de plus, voilà, de plus présent. Donc s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent réagir, enfin, le texte se suffit à lui-même dans sa densité. C'est vrai qu'il y a ce parti pris de choisir comme personnage Frère Jean et de faire que ce personnage soit acteur d'une utopie et en même temps ait conscience de ses limites. C'est-à-dire que cette utopie, cette perfection, comme tu la nommes, ne contente plus ou ne satisfait plus l'acteur Frère Jean des Entomeurs qui, depuis cette abbaye de Seuilly, qui n'est pas celle de Thélème, avait connu vertu héroïque, c'est-à-dire qu'il était sorti du lot, seul, unique, résistant par rapport aux troupes de Picrocole, dans une énergie de sauvegarde de son clos, car qui trouble le service du vin trouble le service divin. Et cette vertu héroïque le hisse en alter ego de Gargantua. Et en même temps, Gargantua le récompense d'une abbaye vouée à la perfection, très importante, puisqu'elle occupe vraiment les derniers chapitres du roman, d'une manière, j'allais presque dire, oppressante. Ce qu'on remarque justement, c'est qu'une fois que l'abbaye est fondée, évidemment ma petite interprétation personnelle n'est pas partie complètement de rien, une fois que l'abbaye est fondée, on ne voit plus Frère Jean, hein, sauf erreur de ma part, où il disparaît comme s'il s'était fondu finalement entre les murs de l'abbaye qu'il a fondée et dont il a érigé les préceptes. Et j'ai travaillé pas mal sur la notion d'utopie par le passé, et l'une des remarques que je me faisais très souvent, et qui a, je pense, beaucoup occasionné en fait l'écriture de ce texte, peut-être même que mon séjour ici m'a donné l'occasion de réfléchir sur cette question-là, c'est que effectivement, dans quasiment toutes les utopies historiques, donc dans tous ces textes qui sont au croisement de la fiction, de la politique et de la philosophie qu'on appelle les utopies, une fois que la société idéale est décrite par l'auteur et qu'elle est disposée, elle ne bouge plus, elle est appelée à se pérenniser telle qu'elle, sans jamais changer. Et je trouvais que finalement cette définition de l'utopie stabilisée était un peu étonnante, parce que rien ne nous empêche de penser, et à ma connaissance ça n'a pas été fait, peut-être que je me trompe et que vous aurez d'autres exemples, et si c'est le cas je suis preneur, mais on constate que justement il n'y a pas une utopie du mouvement et du changement perpétuel. Et pourquoi pas penser ça, c'est-à-dire que finalement si société idéale ou organisation politique parfaite il peut y avoir, même si elle reste évidemment de l'ordre de l'imaginaire et de la pensée, il faudrait qu'elle puisse intégrer quelque chose comme le mouvement de l'histoire et comme un déroulement et des transformations dans le temps. Et voilà, c'est surtout de cette idée-là qu'est parti le texte, d'où peut-être l'aspect un peu ironique, voire problématique du titre. Évidemment, quand Frère Jean tourne le dos à l'utopie, ce n'est pas parce qu'il reconnaît une sorte d'échec de l'utopie, bien au contraire, c'est parce qu'une fois que cette utopie-là est fabriquée, une fois qu'elle est produite, qu'elle est disposée et que des gens peuvent en faire usage, eh bien, l'utopie réelle consiste à aller porter l'utopie ailleurs, selon d'autres idées, selon d'autres temps, selon d'autres coordonnées. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais finalement réinjecter à travers, d'où l'exemple de l'eau aussi, qui est quelque chose qu'on trouve réellement dans les écrits de Léonard de Vinci, qui en parlait vraiment, que vous aurez reconnu. Et voilà, et à l'exemple de l'eau qui se transforme sans cesse et qui est dans un circuit perpétuel, eh bien on pourrait penser comme ça que l'utopie doit sans cesse aussi se réinventer, se redistiller, se reconstruire. Voilà. Une utopie en mouvement, voilà, qui est souhaitable. Et c'est vrai que ce parcours est tout à fait intéressant, dans le développement que tu donnes par rapport à Frère Jean. Alors c'est vrai qu'il y avait besoin de l'exégèse, parce que, pour ne pas le nommer, François Bon ne comprenait pas le titre. Je le nomme quand même.
C'est-à-dire que quand il a vu le titre Frère Jean tournant le dos à l'utopie, il a considéré que c'était un déni d'utopie de la part de Frère Jean. Ce n'est pas un déni, comme vient de le dire Mathieu, mais bien au contraire, une volonté de faire que cette utopie soit en mouvement et une réactivation de l'utopie à travers cette volonté d'essaimer. Et ça donnait lieu à un petit échange, mais je dirais que les auteurs entre eux peuvent parfois être facétieux, ce qui n'est pas pour déplaire à Rabelais. Y a-t-il des interrogations, volonté de d'échanger avec Mathieu? Ah si. Oui, moi je voudrais dire combien, c'est un texte magnifique que vous nous avez donné, et mettre en avant que les télémites, on a pu en faire une lecture très déceptive, et il y a François Rigolo qui est là dans la salle et qui pourrait nous en dire beaucoup à ce propos, et comment finalement, dans l'œuvre de Rabelais, les télémites s'opposent aux pantagruélistes. Les télémites, Rabelais, ils sont tous sur le même modèle, alors que Frère Jean, justement, c'est un pantagruéliste et ce n'est pas un télémite. Et je rappelle qu'après Thélème, les télémites ne sont plus dans l'œuvre de Rabelais, sinon cités pour un exercice qui, moi, me paraît absolument horrifique. C'est l'exercice qu'ils font, c'est à propos de Messier, c'est donné, c'est un passe-temps. Le passe-temps des télémites, seul cas où ils sont cités, le passe-temps, ça consiste à mettre un page. Alors c'est pour ça que c'est intéressant pour la guerre aussi. Vous mettez un page et comme cela au milieu et vous envoyez un coup de canon sur le page, mais vous avez mis un dispositif qui était une pierre d'aimant qui fait que le canon, enfin le boulet de canon est suspendu en l'air. Mais voilà, c'est le seul cas où les télémites apparaissent dans un épisode qui est absolument horrifique. Hein. Imaginez ce pauvre page à qui on envoie... et puis si finalement l'expérience ne fonctionne pas. Hein. OK. Donc c'est vraiment très intéressant. Et votre frère parce qu'en Jean, fait, c'est ça. Une fois que l'utopie... Oui, mais c'est ça. Une fois que l'utopie existe, si elle est créée, si on prend le parti fictionnel de la créer, elle sort de l'histoire. Ah oui, exactement. Donc, voilà. C'est ça qui est très... Donc elle n'est plus consacrée par la guerre, parce que évidemment, ce qui concerne la guerre, c'est dans l'histoire. Donc voilà, elle est à côté, ouais. Non, mais merci. Pantagruel. C'est quand Pantagruel rencontre Panurge. Vous avez Panurge qui joue le rôle des langues. Est-ce que vous vous souvenez qu'à ce moment-là, à la fin, Panurge y joue, il rajoute même des langues complètement imaginaires, où il introduit ceci, cela. Et c'est ce que vous venez de dire qui m'a évoqué ça. C'est-à-dire que c'est Rabelais quand même qui écrit, qui fait parler Pantagruel et qui dit, alors que c'est complètement incompréhensible, je pense par le commun des mortels, Pantagruel dit « c'est langage d'utopie », autrement dit incompréhensible. Oui, mais c'est intéressant parce que ça renverserait peut-être un peu, pour le coup, ce que je viens de dire, parce qu'il appellerait langage d'utopie, dans ces cas-là, quelque chose qui vibre, qui se transforme et qui, du coup, n'a pas de sens, ou en tout cas dont le sens est très difficile à aborder et incertain. Donc, précisément, quand même, quelque chose qui est en mouvement. Donc, ce serait quand même une autre forme de concept. Là, pour le coup, on serait dans une utopie diachronique, comme on dit en linguistique, justement, c'est-à-dire quelque chose qui est... frappé par une évolution, y compris dans la difficulté de faire sens avec ça. Je voulais dire, au début du XVIe siècle, avec Thomas More, Campanella, etc., tout le XVIe siècle jusqu'au début Louis XIII, il y a eu toutes sortes d'utopies. Très souvent, d'ailleurs, c'était des moines qui étaient à l'origine, qui rêvaient un monde parfait, un monde impeccable, où il n'y aurait pas de crime, où il n'y aurait pas d'inceste, où il n'y aurait pas de cocu, il n'y aurait pas de vol, etc. etc. Rabelais a d'abord
piqué le mot, emprunté le mot à Thomas More, puisqu'il est le premier à l'utiliser. Est-ce que l'utopie, c'est le monde parfait, Utopia, ou est-ce que c'est le monde qui n'existe pas? C'est déjà un problème un peu ambigu. Et une deuxième remarque, l'abbaye de Thélème. Moi, c'est un texte qui m'a toujours amusé, plus je le relis, plus il m'amuse. Parce qu'elle se présente comme une utopie parfaite, un couvent parfait, un couvent idéal. Dieu sait si Rabelais en avait marre, des cloches, des moines, des prières, etc., des jeûnes, des carêmes et tout le reste. Mais quand on regarde bien l'abbaye de Thélème, il n'y a pas de mur, mais c'est un hexagone de 260 mètres de côté à peu près. Hein. Il n'y a pas de mur, mais il y a une enceinte quand même, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de séparation des sexes, mais il y a quand même un côté mâle et un côté femelle, hein, ou un côté masculin, un côté féminin. Il n'y a pas de règle, mais c'est le bon vouloir des dames. C'est déjà une règle en soi, et là, Rabelais se pose du côté des femmes, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'uniforme ou de costume, comme les bénédictins, les franciscains, tout ce que vous voudrez. Mais les dames choisissent la livrée du jour. Etc., etc. Et il n'y a pas d'interdit sexuel. Mais les couples qui sont beaux, bien faits et libères s'aiment au premier jour de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Il y a je ne sais plus combien de couples, il y en a 660 et quelques poussières, et ils sont tous fidèles, etc., etc. Bon, il est bien évident que Rabelais nous dit toujours, comme dans toute son œuvre et dans les 5 livres, il nous dit quelque chose, en même temps il nous dit le contraire. On peut rêver, quand on a été moine et qu'on a souffert, on peut rêver d'un monde parfait, d'un monde où il n'y aurait que des jolies femmes, que des hommes intelligents, bons, libères, etc. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que de toute façon, cette utopie, Rabelais n'y croit absolument pas. Et enfin, Frère Jean va le retrouver quand même dans le quart et dans le 5e livre, et il sera toujours là pour protéger Panurge et pour se battre contre les andouilles et autres, etc. Donc je crois quand même qu'il y a de la part de Rabelais, par rapport à ce qu'il dit, on peut rêver de l'abbaye de Thélème, c'est merveilleux, surtout dans ce pays-ci, là, entre la centrale atomique de Chinon, la ville de Chinon, et puis bon, on peut rêver de l'utopie, ce serait merveilleux, mais il n'empêche que Rabelais nous dit en même temps, ça n'existe pas, quoi, c'est pour du beurre. C'est vrai que ça fait une différence avec pas mal des utopies historiques, notamment celle du début du XVIe siècle que vous mentionniez tout à l'heure, qui sont quand même vraiment des programmes pour un bon gouvernement. Qui sont, chez Thomas More, c'est très frappant, par exemple, il essaye d'imaginer une sorte de programme politique idéal dont il sait lui-même qu'en termes pragmatiques, il n'est pas applicable, en tout cas à la société de son temps, mais il essaye de réfléchir à ça. Donc il y a ce côté vraiment programmatique qu'on ne retrouve pas vraiment dans la façon, en tout cas, dont Rabelais met en forme littéraire l'abbaye de Thélème, qui est effectivement quelque chose d'assumé comme une part rêvée quand même, et comme l'une de ces au fond c'est une péripétie romanesque de plus, l'abbaye de Thélème. C'est pas un programme de bon gouvernement comme certains autres penseurs de son temps ont pu les mettre en place. Et ce qui est très frappant, et ça on le retrouve quand même, vous venez de le décrire très bien chez les utopistes, c'est que malgré tout, tout aussi révolutionnaire soit-il, tout aussi égalitariste soit-il, c'est toujours une pensée de l'ordre chez les utopistes. Et ça, forcément, par rapport à ça, je crois que Rabelais ne pouvait qu'avoir même si c'était pas ennemi de l'ordre, c'est d'autres débats, mais vous le savez mieux que moi, mais lui, il pouvait pas le décrire comme ça, en tout cas.